Bonjour, bienvenue dans ce face-à-face aujourd'hui avec Céline Pina que vous connaissez sûrement, c'est certain. Bonjour Céline. Bonjour. Alors vous êtes essayiste, journaliste, chroniqueuse, ancienne élue de la République. Vous êtes connue pour vos prises de position assez fermes sur la laïcité, l'islamisme, les dérives, communautarisme. Vous êtes membre de la rédaction du magazine Causeur et vous intervenez régulièrement sur CNews. Tout à fait. On va attaquer dans le vif du sujet. Et puis, je vous remercie déjà d'avoir accepté cette interview pour cet échange qui, je le sais, va être enrichissant pour tous nos téléspectateurs, pour moi. Merci encore d'avoir accepté. Vous alertez depuis plusieurs années, Céline, sur la progression de l'islamisme en France, est sorti dernièrement. Le rapport choc là sur les frères musulmans et l'islamisme en France. Les frères musulmans, je le rappelle, qui veulent entre autres instaurer la charia. Bon, ça, c'est juste petit aparté. Je rappelle que ce rapport a été établi par les services du renseignement français. Et pensez-vous que ce rapport va faire bouger les choses et surtout l'État? Écoutez, pas tout de suite, mais tout simplement parce qu'on est dans une situation politique en France qui est très particulière. Autrement dit, on a un président de la République qui est démonétisé totalement. Autrement dit, c'est pas la légalité de son fonctionnement ou de son travail qui est en cause. C'est la légitimité. En fait, sa parole n'imprime plus, ne pèse plus et ne crée plus de réalité ou de changement. Or, la parole politique doit être par essence performative. Elle est censée n'être pas que du blabla, mais induire en fait des repositionnements, qu'ils soient en termes de mentalité ou simplement en termes d'actions générées sur le territoire. Or là, on a cette faiblesse présidentielle, c'est-à-dire qu'il n'incarne même pas une autorité morale. Et de l'autre côté, vous n'avez pas de majorité politique au Parlement, ce qui fait que vous ne pouvez pas prendre de décisions tranchées ou engageantes. Et pourquoi est-ce qu'on est dans cette situation politique-là? Mais tout simplement parce qu'on a un pays qui est très divisé, qui est très clivé. Et paradoxalement, le pays est clivé politiquement alors que sur les grands thèmes, il est en accord. Mais les grands thèmes sur lesquels ce pays est en accord sont des thèmes tabous. Qui ont été jugés illégitimes par une partie de la classe politique. Ces thèmes, ce sont l'immigration, c'est l'islamisme, c'est le communautarisme, mais ça peut même être le féminisme qui commence à devenir hyper conflictuel, etc., etc. Et donc, on se retrouve dans une situation dans laquelle les moyens de trancher les dilemmes politiques sont impossibles. Et donc, tout le monde attend 2027 en rêvant de ce qui fait la spécificité de l'élection présidentielle française, ce qui est la rencontre entre un pays, un chemin, une vision, et un homme pour l'incarner. Or, en fait, cette rencontre n'a pas eu lieu à de nombreuses reprises, ne serait-ce que parce que la dernière fois, quand l'élection présidentielle s'est déroulée, on était sous la menace d'une guerre potentiellement, d'une extension de la guerre en Ukraine, et de fait, ça a stérilisé absolument tous les débats. Aujourd'hui, vous avez des Français qui ont une opinion très claire, à plus de 70 ou 80%, que ce soit sur l'immigration, que ce soit sur l'islam, que ce soit... Et vous avez en face des propositions politiques qui évitent soigneusement tous ces sujets. Ce qui fait que la seule offre politique en pleine ascension, c'est celle qui s'en empare et qui les affronte, à qui on fait le crédit de dire le réel, qui est du coup le parti de Marine Le Pen. Donc on est dans une situation qui est à la fois claire finalement sur les attentes des Français, mais qui n'arrive pas à se traduire en termes de majorité politique et d'accession au pouvoir. Et finalement, cette espèce de no man's land a stérilisé tout le jeu politique. Donc, dans ce cadre-là, ce rapport qui pourtant pourrait ouvrir énormément d'actions. Ne serait-ce que déjà que l'État balaye devant sa porte, puisqu'aujourd'hui l'État a fait son chemin et a une doctrine sur les frères musulmans, eh bien il faut déjà commencer par l'impliquer. La première chose, et là pour le coup il y a moyen de faire, et on peut le faire sans peut-être même le crier orbi et orbi, c'est déjà s'intéresser au bureau des cultes. Ce bureau des cultes, il se trouve qu'il y a eu de l'entrisme, et qu'il y a des gens qui sont extrêmement ambigus à l'intérieur, toujours liés à l'islam ou à l'islamisme, et qu'il y a un vrai travail à faire pour les en dégager.
Deuxième chose, la reprise en main de l'université. Je voulais vous en parler. Et de l'école, de façon extrêmement raide. Troisième point, par exemple, les instituts comme l'IESH, que ce soit à Château-Chinon ou à Saint-Denis, elles sont fortement subventionnées par les pouvoirs publics. Mais pour fonctionner, elles doivent avoir des autorisations des pouvoirs publics. Si parlons donc du lycée Averroès, que la justice a fini par obliger l'État de reprendre ses financements, alors que ce lycée est un lycée pour fabriquer l'élite des frères musulmans, qui n'a comme seul objectif que d'introduire de la déstabilisation politique et effectivement de faire monter les bailleurs chariatiques en France. Bref, quand on subventionne ses propres ennemis, non seulement on est con, mais on est suicidaire. Et à un moment donné, il va peut-être falloir que l'État affronte sa bêtise. D'avoir été trop laxiste. Bien sûr. Oui. Et j'allais dire, ça part aussi d'instinct de destruction et qu'il commence à faire le ménage chez lui. Oui. Dieu sait qu'il y a du boulot et ça peut être fait, on va aller dire en calendrier masqué. C'est-à-dire en allant nettoyer, entre guillemets, j'utilise ce terme, les associations aussi, les écoles. Ouais, c'est simple, c'est faire du contrôle. Oui. Parce que à partir du moment où vous expliquez que les frères musulmans sont un danger, soit vous êtes inconséquent et donc vous ne vous armez pas face à ce danger. Pourquoi l'avoir dénoncé? À ce moment-là, autant vivre heureux en attendant le couteau. Donc, si vous le dénoncez, c'est qu'a priori, vous pensez qu'il y a un chemin qu'on peut construire autre chose. Donc, dans ce cas-là, il faut se mettre en route le plus rapidement possible. Donc ça, c'est la première chose, c'est qu'il y a moyen d'agir. Deuxième chose, que l'État ait une doctrine est une très bonne chose. Une de nos plus grandes faiblesses, c'était ça. Qu'est-ce qui se passe en 89? L'offensive du voile, le voile est un marqueur de réislamisation et un marqueur d'une réislamisation par un islam, fondamentaliste et politique, parce que l'islam politique est fondé sur l'apartheid sexuel. Et il a compris que si les Occidentaux ne supportaient pas l'apartheid racial, la séparation des Blancs et des Noirs, en revanche, s'en prendre aux femmes ne crée aucune logique de défense chez nos hommes politiques, mais même chez nos femmes politiques. Oui, non, mais tout à fait. On peut remettre en question l'égalité des femmes. On peut, dans ce pays, expliquer que la femme est un intermédiaire entre le chien et l'être humain. Ça ne pose de problème à personne. Et c'est ce que font les frères musulmans et c'est ce que dit le voile. Parce que ce qui est intéressant, c'est que tout le monde va dire on ne s'en prend pas à un signe religieux. Mais le voile n'est pas seulement un signe religieux. C'est un signe qui dit très clairement qu'on n'accordera jamais l'égalité à la femme. Et d'ailleurs, dans les pays musulmans, pas sous domination islamiste, simplement musulmans, la femme n'a même pas le même poids qu'un homme. Sa parole veut la moitié de la parole d'un homme. Ça dit tout d'un rapport à l'égalité. Or, nous, en Occident, l'égalité homme-femme est la base, en fait, de la constitution de notre société politique. Moyennant quoi, si vous laissez une idéologie qui, en plus, déteste la démocratie, déteste les libertés, s'en prendre à ces questions d'égalité, vous imaginez le boulevard que vous lui ouvrez. Et qu'on ne soit pas capable de dénoncer le voile comme étant l'installation d'un apartheid sexuel et un signe de dévalorisation, d'humiliation, mais de refus de l'égalité de la femme, ça en dit beaucoup. Donc, en 89, comme on n'avait pas de doctrine de l'État, qu'est-ce qui se passe? Tout le monde se dit il est trop coûteux de s'attaquer à ce dossier parce qu'il y a trop de musulmans en France, donc ils pourraient soit se sentir rejetés. Pour pas les heurter, en fait, c'est ça? Oui. Oui. Alors que à l'époque, franchement, on est sur une population qui n'a pas été réislamisée et sur laquelle il y aurait eu une réaction ferme et nette. Je pense qu'on arrêtait assez vite. En fait, on est en 89, on est dans le moment où les frères musulmans décident de choisir des symboles de manière à introduire du conflit entre les Français d'origine arabo-musulmane et la citoyenneté à la française qui, effectivement, n'est pas compatible avec ce que peuvent vivre certains musulmans dans le pays. C'est-à-dire le voile, Oui, le voile, le fait de la laïcité, le fait un certain nombre de libertés publiques, c'est-à-dire que il y a en islam et encore plus dans l'islam politique, c'est l'islam qui domine tout.
c'est l'islam qui est la réponse à tout. Dans une société occidentale, pas du tout. Notre développement humaniste fait que nous, on est dans le rapport au texte, on est dans l'interrogation, et ce qui ne veut pas dire que l'islam ne suivra pas ce chemin-là aussi. Vous avez des gens qui étaient de très bons connaisseurs de l'islam qui avaient déjà ce rapport-là au texte. Qui étaient progressistes, on va dire. Voilà, donc il y a pas de raison que le rapport des croyants à leur religion ne puisse pas évoluer d'une façon sécularisé. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que pas quand vous avez des frères musulmans qui travaillent sur la réislamisation de la communauté d'origine arabo-musulmane pour la séparer des autres et en faire une forme d'armée de réserve qui alimente par ailleurs la déstabilisation politique. Donc, j'allais dire que l'État dise là-dessus, on a tranché, maintenant on sait qui ils sont. On sait qu'ils sont nos adversaires, on sait où ils sont, comment ils fonctionnent, et là, accessoirement, on sait où ils sont, et on connaît leurs cibles, l'école, le monde du travail, etc. De la culture. Oui. Vous avez quelque chose qui a un rapport d'État qui dit ça. Ça va Pour être, une fois. Voilà. Ça va être un peu plus compliqué parce que tous les gens qui ont dit ça depuis des années, et j'aimerais les citer, mais que ce soit des gens comme Caroline Fourest, Et comme vous aussi. Oui, mais bon, comme Florence Bergeau-Blaclair qui a fait un super travail là-dessus, comme Michael Prazan qui a fait une étude sur les frères musulmans que je recommande également. Des gens comme Mohamed Louidzi qui a été frère musulman et qui lui a raconté comment ça se passait en France. C'est-à-dire que lui, il a expliqué, il a transposé, dit voilà quelles sont les stratégies. En fait, tout ce que l'on apprend dans ce rapport, on le sait. En revanche, jusqu'à présent, l'État regardait ça d'un air un peu dégoûté comme une duchesse devant un tas de poissons en se disant si je mets le doigt là-dedans, je ne sais pas dans quel engrenage je rentre. Sauf qu'aujourd'hui, cet engrenage-là, il met en danger tous les Juifs en France. Oui. Cet engrenage-là, il alimente une haine de la démocratie virulente. Il alimente une haine raciale, la haine anti-blanc. Il va falloir que les gens entendent que on traite les Juifs et Israël, mais en fait on dit Israël pour pas tomber sous le coup de la loi, mais ce que les gens entendent, c'est les Juifs sont génocidaires. Voilà, absolument, on répète ça un peu. Ils sont quoi? Ils sont colonialistes. Dans l'échelle de valeur de l'islamiste ou du crétin de quartier de base, ces mots sont équivalents. La colonisation est un génocide culturel, etc., etc. Donc, on est en train de construire des lignes de fracture entre religions, entre couleurs de peau, entre les sexes, et tout ça, c'est l'islamisme qui est en train de le mettre au menu de notre quotidien. Et des Occidentaux. Oui. Ce que vous êtes en train de nous dire, là, Céline Pina, c'est aussi, si l'État, on peut pas refaire l'histoire, mais si dès 89 l'État avait pris un positionnement ferme et laïque, on n'en serait peut-être pas là aujourd'hui. Ah, je pense qu'effectivement, il y a eu un homme qui a commis une faute politique majeure, qui était le premier ministre de l'époque, Lionel Jospin. Mais quand on a vu ce qu'avait donné le Parti socialiste et comment il avait évolué, ce qu'on comprend, c'est que c'est pas l'erreur d'un homme, c'est l'erreur de toute d'un groupe social. Et ce groupe social, à ce moment-là, voit probablement avec une grande sincérité l'islam comme étant la religion des damnés de la terre. Mais il faut se remettre dans le contexte des années 80. Dans le contexte des années 80, on a en France des épisodes de violence vis-à-vis... alors à ce moment-là, on est peut-être plus dans la violence raciale vis-à-vis des Arabes. En fait, il y a un racisme qui est pas non plus surdimensionné, mais qui existe, qui est réel, qui impacte la vie d'un certain nombre de gens. Et en fait, ce combat-là va être remporté. Autant qu'on puisse remporter la question de la différence, elle se pose quelle que soit la société. Mais enfin, en Occident, je pense qu'on l'a remporté autant qu'on peut le faire. Et aujourd'hui, il ressurgit par le biais de ce retour de l'islamisme. On a en fait une haine qui est rejaillie par le biais de la pureté. C'est-à-dire la haine du blanc chez les woke, elle vient d'une vision du blanc comme étant le monstre à l'imagine, alors qu'en fait,
toutes les nations ont été esclavagistes et que les pires esclavagistes et les esclavagistes les plus violents, ça a été la traite arabo-musulmane notamment. Et là-dessus, on demande de faire comme si elle n'existait pas. C'est-à-dire que pour préserver des récits mythologiques faux, on vous demande de cacher l'histoire. Et c'est ce que fait Christiane Taubira dans sa loi sur l'esclavage. Elle va refuser qu'on parle de l'esclavage fait dans l'ordre de la traite arabo-musulmane en disant il ne faut pas stigmatiser les Arabes en France. On s'est dit mais comment est-ce que tu en arrives à des raisonnements aussi délirants? Il n'empêche, ce sont ces raisonnements délirants qui ont induit les prises de position politiques de nos acteurs politiques, mais qui expliquent aussi leur médiocrité et leur peu de prise aujourd'hui sur la population. Emmanuel Macron n'a pas d'autre choix que de prendre en compte les résultats de ce rapport qu'on connaissait tous. En fait, on n'a pas appris grand-chose quand on s'intéresse. Alors, intéresser, c'est un grand mot et je le mets entre guillemets et avec précaution. En fait, à la montée de l'islamisme, que ça soit en France, en Europe et ailleurs. Là, il n'a pas d'autre choix puisqu'il a été établi par les services de renseignement français. En tout cas, on peut l'espérer. Le problème, c'est que l'ampleur du déni de nos sociétés, de nos acteurs politiques est telle que vous avez envie de dire ok, c'est un rapport, mais on a eu tellement de massacres depuis Charlie Hebdo. On a ce qui s'est passé, enfin on a une histoire chez nous déjà de massacres. Alors il y a le gros attentat de masse et le petit attentat de proximité. Il y a celui qui est conçu par des organisations qui sont structurées, je dirais, et le neuneu de base qui a été convaincu parce qu'il a entendu dans des mosquées radicalisées ou sur Internet ou dans son cercle amical et familial, qui va aller faire son petit attentat au couteau en bas de chez lui, en ciblant son voisin, voilà. Donc on a déjà une étendue de la violence sur le sol qui est quand même extrêmement importante. On a eu quand même un professeur décapité dans des circonstances atroces. Voilà. Le procès a montré à quel point l'écosystème local avait participé à cela. À quel point les réseaux islamistes avaient participé à cela, à quel point les professeurs avaient été lâches et avaient abandonné quand ils n'ont pas, à tous, il y en a qui l'ont défendu, mais certains franchement devraient avoir honte de se regarder dans une glace, à quel point l'institution elle-même n'avait pas été présente, etc., etc. Et quand vous voyez tout ça, vous vous dites bien sûr, je veux y croire à ce rapport des renseignements généraux, mais l'expérience m'a appris que on pouvait être dans le déni, y compris quand le sang commençait à toucher vos doigts de pied. Mais ce qui est en train de se passer, c'est que vous savez, on se pose souvent la question en se disant, on parle des résistants de 43, mais il faut voir, en fait, psychologiquement, une personne est capable d'encaisser beaucoup de déni, beaucoup de refus de voir, et puis jusqu'au jour où elle en peut plus. C'est la goutte, c'est la goutte, c'est la goutte. Le résistant de 43, c'est pas forcément un salaud. C'est peut-être le mec qui avait peur parce que, agir pouvait mettre votre vie en danger et qui va fermer les yeux devant la petite vieille frappée une fois, 2 fois, 3 fois, puis vous allez savoir pourquoi la 5e fois il pourra pas fermer les yeux, il va intervenir. Et vous avez de ça dans la mentalité des peuples. C'est-à-dire que n'oubliez pas, en 2012, on n'a pas compris ce qui s'était passé. Mohamed Merah, honnêtement, on a vu ça comme l'école juive à Toulouse. Il est cinglé, le mec, il a fait un truc horrible. Peut-être que lui, il est antisémite, bien sûr qu'il l'était, mais on n'a pas vu que c'était un mouvement global. Mais c'était en fait une représentation du monde et pas l'acte isolé d'un fou. Et aujourd'hui, on est dans cette représentation du monde qui fait agir les fous en termes d'actes isolés, qui fait agir des groupes constitués. Et maintenant, on a compris qu'en fait, tout cela puisait à la même source et que Mohamed Merah puise à la même source que les frères Kouachi. Mais en 2012, on ne le voit pas. En 2015, on peut plus le rater. Surtout qu'il va se passer tout ce qui va se passer derrière. Il va y avoir Nice, il va y avoir... donc là, on est complètement... Manuel Valls, à l'époque, était Premier ministre. Oui. Lui est resté quand même, alors sans prendre un parti pris au niveau politique, quand on regarde, on prend du recul par rapport à tout ce que vous dites, Manuel Valls est peut-être le seul à avoir vu et à continuer la lutte. Sauf qu'à l'époque, il le voit, et est-ce que ça va le servir ? Non, ça va le tuer. Ça va le tuer. Donc, tous les hommes politiques se disent, la matière est inflammable. On ne sait pas trop quoi répondre. Il y a une population très importante dont
on n'a pas regardé ce qui se passait, qui est en train d'être réislamisée. Et celle qui, elle, adhère aux valeurs de la République, elle est un peu obligée de se taire parce que, justement, dans son biotope, il y a des éléments extrêmement radicaux et virulents qui sont en plein dans le contrôle social, et ça peut la fragiliser si elle ose se dire trop française ou trop défendre. Donc vous avez cette espèce de pression qui s'installe, et là où le politique devrait être le garant, il se dérobe. Ouais. Il se dérobe parce que par peur du clivage, par peur que la société musulmane ne soit pas acceptée. Un ensemble de peurs, oui, il y a peut-être peur. Rappelez-vous, toute la gauche se construit à un moment donné, plus du tout dans les valeurs de la sortie de la guerre de 45, mais dans la suite de la guerre d'Algérie, donc dans l'antiracisme notamment, et elle le fait en abandonnant son pays pour porter les valises du FLN. Je dis pas qu'à l'époque, ça pouvait pas se justifier intellectuellement. Mais comment vous faites pour représenter un pays dont, pour vous élever politiquement, vous l'avez traité de tous les noms et vous l'avez combattu, et c'est ceux qui vous donnent vos galons de socialiste ou d'homme de gauche. C'est pas ça vous met dans une, ça vous met dans une position très paradoxale. Et c'est pour ça que la gauche va garder ce discours d'une France raciste, parce que c'est ce qui l'a fait monter. Sauf qu'au moment où les choses s'inversent, où en fait le racisme réel a disparu, et où reviennent en fait cultivées par l'islam politique des haines qui sont des ethniques, des haines religieuses, à ce moment-là, on ne sait plus du tout se défendre, puisque c'est celui qui était la victime qui revient en position de conquérant. Et comment vous faites pour repositionner dans un jeu politique qui est extrêmement fermé? Et là, ça devient très très compliqué. En fait, là, j'ai envie de dire, ces politiques sont pris à leur propre piège, et la France est prise à son propre piège aussi, par le fait de ne pas parler, de ne pas oser, ou de rentrer dans un système, comme vous le disiez, en fait, le système des socialistes aussi, par exemple. C'est le problème aussi de l'effondrement chez nous, en tout cas de l'effondrement démocratique. C'est-à-dire, pourquoi est-ce qu'un groupe constitué marginal finit par peser autant dans un monde politique qui, dans le fond, aujourd'hui, la France, je suis désolée, à plus de 75-80%, elle n'accepte pas ce que veulent les frères musulmans. Vous avez une force qui est énorme. Pourquoi elle se traduit pas au niveau politique? Tout simplement parce que aujourd'hui, quand vous avez dans une ville entre 25 et 40% de votants aux élections municipales, même sur une grosse ville, le jeu se joue entre 600 à 1000 voix pour faire basculer d'un côté ou de l'autre. Donc, vous avez un groupe qui peut vous amener 500 votants. Si la différentielle se fait à 1000 voix, avec 500 votants, vous changez la donne. Oui. 500 votants, c'est à la fois facile et difficile à trouver. Et vous savez où vous les trouvez le mieux? Chez des gens qui en ont rien à foutre idéologiquement de votre proposition. En revanche, si vous dealez avec le leader communautariste du coin, et puis pour peu qu'en fait vous fermiez les yeux sur certains trafics, etc., à ce moment-là, on va vous amener une cargaison de votants qui ne vous demandent rien. La seule chose qu'on vous demande, c'est le leader communautaire va dire « Qu'est-ce que tu vas faire pour ma communauté ?» Je pense aux LFistes quand vous dites ça. Je pense à Jean-Luc Mélenchon, qui il y a plus de 10 ans... Ah non, mais ne pensez pas qu'aux LFistes. Bruno Béchiza, Albon, LR, dans le genre clientéliste, il n'y a pas mieux. Le PS a bâti toute sa stratégie municipale sur une politique clientéliste les 3/4 du temps. L'UDI, regardez les affaires de l'UDI. Enfin, on rappelle quand même que une personne du gang des barbares a été embauchée par une mairie UDI, toujours dans des trafics de services rendus et voilà, on est quand même dans ce monde-là aussi. Donc, on n'est pas réservé donc aux LFistes en fait. Le clientélisme, on sait que c'est politique. Non. En fait, les LFistes, ceux qui font et qui est pire, parce que le clientéliste, il n'est pas islamiste, il n'a pas d'intérêt dans l'affaire, il est avant tout pour lui-même. Oui. Sauf qu'il manipule des matières dangereuses et ce faisant, il trahit sa mission et son rôle qui est quand même de protéger tout le monde. Ceci est là-bas, on n'y a pas. Mais LFI font pire, c'est-à-dire que LFI, ils théorisent
la haine anti-blanc, elle est théorisée par LFI, elle est portée. La haine antisémite, elle est alimentée par LFI en pleine connaissance de cause. Les discours de Jean-Luc Mélenchon, je suis désolée, je ne sais pas comment on peut dire qu'ils sont ambigus. Je pense qu'on peut dire que Jean-Luc Mélenchon utilise aujourd'hui l'antisémitisme comme un levier politique. Et quand vous utilisez l'antisémitisme comme un levier politique, je veux bien que dans le fond, vous ne haïssiez pas les Juifs, mais puisque vous êtes prêts à ce qu'ils meurent pour vos petits jeux de pouvoir, je trouve qu'on mène ça parfaitement indigne. Absolument. Donc, oui. On en est quand même arrivé là. Donc là, la différence, elle est là. Elle est que LFI propose une vision du monde qui est tout à fait compatible avec la vision des islamistes. Des islamistes, des frères musulmans. Aujourd'hui, oui. En tout cas, il y a cette alliance-là, on la connaît parce qu'elle a déjà fonctionné. Elle a fonctionné en Iran. Alors vous allez me dire, je comprends pas, les frères musulmans, c'est plutôt des... Vous devancez mes questions. Hein non mais c'est oui, vrai, non, mais c'est vrai. C'est une vraie question. Oui. Mais en fait, quand vous regardez et par ce lien autour de l'islamisme des frères musulmans entre sunnites et chiites, vous savez par où il passe? Par la Palestine. Parce que c'est en fait Khomeini qui est bien entendu très radical, mais qui ne sait pas comment entraîner, comment de cette radicalité, comment en fait faire de l'islam un outil politique. Et il va rencontrer, en marge justement d'une réunion sur la Palestine, un leader palestinien qui est un frère musulman et qui va lui expliquer la doctrine des frères musulmans. Et Khomeini va la récupérer, mais de façon... et il va l'appliquer. Et qui est-ce qu'il trouve comme allié en Iran pour renverser le Shah? Ce sont les communistes. Si vous vous souvenez, l'année où Khomeini prend le pouvoir, 19, eh bien, les persécutions de communistes commencent dans les années 80. Ouais. 81, c'est terminé. Non, mais c'est bien de tout replacer comme ça et de tout recontextualiser pour pouvoir mieux comprendre. Oui, mais parce qu'en fait, l'histoire qui est en train de se passer, elle s'est passée ailleurs. Ouais. Et elle arrive chez nous. Oui, et en fait, après, la seule chose qu'on voit, c'est on voit à peu près les mêmes logiques se mettre en œuvre, les mêmes alliances se mettre en œuvre. Et la seule chose que l'on peut dire à LFI, c'est qu'ils se préparent pas forcément des lendemains qui chantent. Oui, autant pour eux que pour nous. Ça, c'est la classe. Je voulais parler de notre cher président Emmanuel Macron, sa position sur Israël, hein, on peut le voir dernièrement, qui est en contradiction avec les valeurs universalistes souvent mises en avant par la diplomatie française. Que pensez-vous justement de ce positionnement? Alors que ce soit, là on l'a entendu ces derniers jours, il souhaite un embargo commercial sur les relations en fait avec Israël au niveau européen, en s'alliant avec les Pays-Bas et l'Angleterre. Pensez-vous que ce positionnement, justement, est-il positif pour la France et il pourrait renforcer la radicalisation de certains débats en France? C'est un positionnement qui est parfaitement honteux et qui dit bien pourquoi ce président n'est absolument pas crédible quand il reprend un Bruno Retailleau en lui disant comment ça, la France est en danger, vous proposez des mesurettes. Déjà, vous avez envie de lui dire, écoute, chaton, en fait, ça, tu le sais depuis des années. Pourquoi t'as rien fait? Pourquoi t'as rien fait? Je te rappelle quand même que si on en parle, c'est parce que Bruno Retailleau a proposé de déclassifier un rapport sur lequel tu étais assis bien pesamment et qu'aujourd'hui tu essaies de reprendre la main en voulant faire croire que toi t'es capable d'agir, mais ça fait 10 ans. Enfin, beaucoup moins, 8 ans, pas sur le dos. Oui. Non, c'est bon, on sait. Parce que là, il a demandé, je crois, une réunion d'urgence ou de... Oui. Mais en fait, c'est ridicule, ça n'agit plus. Les gens, d'ailleurs, on le voit. On n'y croit plus. Plus personne ne s'intéresse à lui. En fait, la seule chose que voudraient les Français, c'est que l'élection présidentielle arrive plus vite parce qu'ils ont peur de ce qui est en train de se profiler et qu'ils voient bien qu'il essaie de gagner du temps et d'exister. C'est juste pathétique. Donc, pathétique, on va le regarder, on va dire c'est triste pour lui. Vraiment, ce passage sur la scène internationale aura vraiment tué tous les Peter Pan en train de pointer leur nez. Là, c'est fini, plus personne ne veut un jeune à la tête du pays. Et vous trouvez qu'on est crédible? Vous trouvez qu'Emmanuel Macron est crédible sur la scène internationale? Non, il ne l'est pas.
Que ça soit sur le conflit israélo-palestinien, que ça soit l'Ukraine contre la Russie, que ça soit au niveau de l'Europe sur l'embargo commercial. Il est crédible nulle part parce que, vous savez, un homme politique, c'est froid. Donc, vous pouvez toujours exercer le ministère de la parole. Ce que les autres hommes politiques, ils vont regarder. Est-ce que vous avez un parti solide? Est-ce qu'il est bien implanté? Est-ce que vous tenez vos troupes? Est-ce que vous faites bien élire et réélire? Enfin bon, inutile de dire que quand on prend tous ces items et qu'on les applique à Emmanuel Macron, eh bien, le pauvre homme est déjà complètement latéralisé. Ce qui n'est pas une bonne chose, ni pour un pays, ni en interne, ni à l'extérieur. Donc non, il n'est pas crédible. Mais il fait néanmoins beaucoup de dégâts parce qu'il n'est pas le seul à ne pas être crédible. C'est-à-dire que les deux pays que vous me citez sont quand même deux pays dans lesquels l'entrisme islamiste est extrêmement poussé parce que on parle beaucoup de la Belgique. La Belgique, c'est un drame. C'est un drame fini. Mais l'Angleterre, c'est catastrophique. C'est-à-dire qu'on a des défilés de gens qui se réclament de mouvements djihadistes et qui ne s'en cachent pas et qui défilent, pas encore armés jusqu'aux dents, mais en fait, ouvertement peur à la population. Et le but du jeu est de faire peur à la population. Donc, on est quand même dans un cadre très particulier. Pourquoi il s'allie à ces pays? Nous, en tant que citoyens, on se pose des questions. On se dit, est-ce que lui aussi est proche? Alors là, c'est la question basique du citoyen lambda. Il est proche des mouvements islamistes pour oser s'allier à des pays où justement l'islamisme est vraiment imprégné dans la société? Alors, je pense pas qu'il y ait une proximité intellectuelle avec l'islamisme de la part du président de la République, pas du tout. En revanche, je pense que cet homme, contrairement à ce qu'on croit, il est formaté, c'est une jolie machine, mais il n'est pas très intelligent. Et le régalien et la politique, c'est de l'intelligence pure, c'est de l'intelligence humaine. Et quand vous regardez aujourd'hui ce qui est en train de monter, ça dépend de ce que vous avez acheté au départ. D'ailleurs, le début du rapport le dit. Début du rapport va dire en fait il y a deux façons de considérer l'islamisme. La première, c'est en fait des gens qui sont en train de s'adapter à notre manière de vivre française. Mais bon, comme ils viennent de plus loin, c'est compliqué, ils ont du retard, etc. Donc, il faut qu'on soit le plus tolérant possible. Et l'autre qui dit non, pas du tout. S'ils utilisent le double langage, c'est pas parce qu'ils sont en train d'évoluer, c'est parce qu'en fait, ils n'ont pas du tout l'intention d'évoluer, qu'ils veulent, comme le Bernard l'Ermite, s'installer et puis virer l'occupant de la coquille, le coucou, en fait. Oui, il parle bien de dissimulation et de double langage. Voilà. Dès les premières pages du rapport, en tout cas. Mais il pose, en fait, cette double vision. Et quand vous êtes un politique et que vous êtes jeté la première, et que, parce qu'elle est simple, la première, elle dit ne fais rien via l'école, via le travail, via la sociabilité de tous les jours, les gens s'intégreront comme la France a toujours intégré tout le monde, sauf qu'elle intégrait des gens qui avaient la même culture et dans des sociétés homogénéisées. Aujourd'hui, vous avez une société occidentale qui a un certain niveau, qui voit arriver, quand vous avez un Afghan de base qui arrive, même un Afghan un peu éduqué, ça reste quand même, par rapport à nos standards, quelqu'un qui n'a pas du tout les mêmes, standards. Les mêmes standards, mais la même éducation. Voilà, la même éducation, et qu'à un moment donné, l'écart, vous ne le rattrapez pas. Et aujourd'hui, quand on voit qui on accueille, le fait qu'on soit incapable de renvoyer des gens chez eux, le fait que notre école ne fonctionne plus, que notre hôpital ne fonctionne plus, que par ailleurs l'intégration par le travail, par la politique ne fonctionne plus non plus, cette posture-là, qui était peut-être valable dans les années 50, aujourd'hui, elle est plus valable. Elle est plus valable du tout. Donc tous les hommes politiques qui ont dit ça, parce que dans le fond, ce sont des feignants, parce que une fois que vous dites ça, après vous regardez des statistiques, c'est tellement joli des tableaux Excel que d'aller se taper les gens dans leur vraie vie, dans leur biotope, etc. Mais une fois que vous avez fait ce choix-là, vous avez 15 ans de rhétorique derrière. Comme c'est le choix de la lâcheté et le choix de l'aveuglement, vous êtes suivi par un certain nombre de gens, parce que si vous choisissez d'ouvrir les yeux, derrière, faut agir. Oui. Et ils n'ont pas envie. C'est très coûteux. Ben oui, voilà. Il y a ça aussi. En fait, le politique n'agit que quand c'est impossible de faire autrement. Et aujourd'hui, on en arrive peut-être, quand je vous expliquais les trucs, les résistants de 3, on arrive peut-être à un moment où un certain nombre d'institutions, ou un certain nombre de citoyens
n'en peuvent plus. Là, ils en peuvent plus. C'est à Bordeaux, là. Ils peuvent plus continuer à se coudre les paupières. Donc, je sais pas si le rapport indique qu'en fait, on est arrivé à un degré j'allais dire, on peut plus supporter de continuer à fermer les yeux, et c'est pour ça que le rapport est déclassifié. Est-ce que le fait de le déclassifier va permettre en fait cette libération-là? Mais là, on sent quand même qu'il y a une forme de libération parce que les gens ont peur. En fait, le 7 octobre, dans l'inconscient collectif, ok, ça a concerné les Juifs parce qu'ils étaient Juifs. Mais quel est le discours qu'on a tenu autour? Ce sont des colonialistes génocidaires. Quel est le discours? Dès le lendemain, en plus. Voilà. Quel est le discours qu'on tient sur les Blancs aujourd'hui? Ce sont des colonialistes soutiens du génocide. Écoutez-le, ce discours. Entendez-le, parce que en fait, les Blancs, en fait, on est en train de... Il y a un livre qui est écrit par Ouria Bouteljak qui dit « Les Blancs, les Juifs et nous ». Pourquoi les Blancs, les Juifs et nous? Parce que les Blancs et les Juifs, c'est la même entité. C'est la même entité, considérée de la même façon. Nous, façon. c'est le reste du monde en mode sud global, etc. Ce sont des gens qui n'ont aucune volonté humaniste, aucun désir d'égalité, aucun désir de rapprochement. Au contraire, ils veulent séparer les gens racialement et par la religion. Pourquoi? Parce que le clivage racial, il est irréductible. Vous pouvez pas, voilà. Et qu'en même temps, le clivage religieux est la promesse de réconciliation qu'il y a derrière. D'accord. Ok, par la race, t'es un pourri. Oui. Par la religion, tu peux quand même intégrer un groupe meilleur. Tu peux t'en sortir, entre guillemets. Donc, il y a la mise en accusation, la victimisation et l'espoir. La porte de sortie ne peut se faire que par l'islamisme. Le wokisme mène à l'islamisme parce qu'il faut bien sûr une porte de sortie à un moment donné au puritanisme exacerbé. Quand vous parlez de wokisme, ça me fait penser à De Villepin. Ou même des journalistes politiques, je pensais à Jean-Michel Apathy ou tout ça, qui prônent le wokisme. Que pensez-vous de cette position de Dominique de Villepin par rapport aux musulmans, à l'islamisme? Parce que j'ai entendu encore ce matin des journalistes qui faisaient un mauvais rapprochement, bien sûr. C'est le grand débat depuis quelque temps, c'est-à-dire d'assimiler musulmans à l'islamisme. Que pensez-vous aussi de la position de Dominique de Villepin par rapport à tout ça? Mais sur musulmans et islamisme, je ne sais pas quelle est sa position. Moi, je connais, excusez-moi, mais Dominique de Villepin, je l'écouterai quand il ne sera plus l'émissaire du Qatar. Voilà. C'est quand même des gens qui ont des intérêts. Et puis, on va se parler franchement. Quand vous avez un pays qui soutient le terrorisme international et que ce terrorisme a tué quasiment 300 personnes sur votre sol, vous ne laissez pas le Qatar acheter vos biens, des immeubles, le PSG, d'autres. Oui. À un moment donné, vous dites les choses. Aujourd'hui, quelque part, le problème, c'est qu'on est dans un monde en crise et qu'on a des enfants gâtés qui veulent continuer à vivre comme ils le faisaient avant. Mais à la limite, que monsieur Villepin se vende au Qatar, ça le regarde. Oui, ça lui appartient. Qu'il vienne donner des leçons à la télévision en se présentant comme au-dessus de la mêlée, au-dessus des partis, au-dessus des intérêts, c'est pas vrai, il sert des intérêts étrangers. Donc c'est un vrai problème. Mais de la même manière qu'il est compliqué, moi j'ai beaucoup de mal à comprendre et je m'en excuse parce que je sais que ça blesse certaines personnes, mais je vois pas comment on peut être de double nationalité et exercer un ministère. Tout simplement parce que vous faites quoi, par exemple, quand vous êtes franco-algérien, dans la situation dans laquelle on est aujourd'hui, c'est pas simple. C'est pas simple pour la personne, mais ça dit bien qu'on ne peut pas servir de maître quand ils n'ont aucun intérêt convaincant. Il faut être engagé d'un côté. Ah oui, parce qu'en fait, les deux modèles de société ne sont pas compatibles. Oui. Non, mais tout à fait. Donc, il faut savoir qu'est-ce qu'on défend et qu'est-ce qu'on ne défend pas. Et en plus, si vous êtes ministre, vous incarnez votre pays. Donc, voilà, il y a plein de choses qui se complexifient de plus en plus de nos jours et qu'on devrait interroger frontalement au lieu de les fuir parce que ces questions, on n'y échappera pas. Et ce rapport, justement, vous permet peut-être, alors comme vous dites, il y en a peut-être qui vont fermer les yeux, mais peut-être à se confronter à la réalité
du quotidien et des situations dans nos pays et au niveau international. Peut-être. En tout cas, il pourrait peut-être permettre de comprendre que ce qui se joue sur notre territoire a amené sur d'autres territoires à des conflits violents, voire à des guerres civiles. Oui. Qu'en fait, ça ne veut pas dire que la guerre civile est programmée. Bien sûr que non. Pour moi, il n'est pas encore trop tard. En revanche, la logique de ces groupes, elle, c'est d'amener soit à la guerre civile, soit à la conquête. Ces groupes sont puissants et ils bénéficient aujourd'hui d'une armée de réserve qui est réelle. Sauf que assimiler musulmans à islamistes, c'est ça, c'est en fait dire aujourd'hui vous avez une telle armée de réserve dans les pays que y toucher, c'est faire exploser le pays. Donc, si vous assimilez musulmans et islamistes, soit vous avez un objectif de conquête et vous êtes très heureux, soit vous êtes LFI et de toute façon, c'est votre pain blanc et vous êtes content aussi. Mais si, en revanche, vous êtes musulman et que vous avez envie de vivre tranquillement dans un pays, que vous n'avez pas envie de pays, voiler vos filles, que vous avez envie des mêmes libertés, que vous êtes français, que vous avez envie de profiter comme beaucoup toutes les libertés que vous promet la France et que vous n'avez pas envie qu'on vienne vous emmerder à vous demander de donner des gages de bonne musulmanie parce que vous estimez que vous êtes croyant et que la façon dont vous êtes croyant ne regarde personne. Si on se met à assimiler musulmans et islamistes, c'est à ces gens-là qu'on fait du mal et ces gens-là, ils existent. Boualem Sansal, Kamel Daoud, qui sont des gens extraordinaires et j'aimerais bien que parfois certains Français comprennent avec autant de finesse ce qu'est la laïcité, ce qu'est l'égalité homme-femme que ces hommes-là. On en fait quoi? On dit l'imam Chalgoumi. On dit quoi qui compte pas? Bientôt notre invité. On dit qu'en fait il n'existe pas pour de vrai. Si, il existe. Et si vous allez à un iftar avec l'imam Chalgoumi, vous allez voir qu'il est aimé. Et qu'il est aimé par énormément de musulmans. Bon, il est détesté par d'autres, mais voilà. On peut pas faire à tout le monde, mais au moins, il est pour le rapprochement et pour la paix, qu'on vive tranquille. Mais j'allais dire, en fait, il est essentiel de faire cette distinction parce que l'islam politique et l'islamisme, je suis désolée, si vous allez lire les textes, c'est pas plus respectable que l'hitlérisme. Absolument. Il y a faut pas oublier le mouvement de Jérusalem. Voilà, des appels au meurtre, des appels à des meurtres de groupes constitués en raison de leur religion. Il y a même des appels au meurtre en raison aussi des couleurs de peau. Enfin, c'est quand même quelque chose de très très violent. Et c'est toute cette logique-là, elle existe. Toute cette littérature-là, il n'est pas caché. Tout ça est mis sous le nez. Donc vous avez LFI qui s'allie aux meilleurs représentants de ce qui aurait pu être un hitlérisme vert. Vous n'allez pas mettre quand même tous les musulmans dans ce sac-là. Tous les Allemands n'étaient pas nazis. Ben oui, non mais tout à fait. Voilà, donc on fait la distinction allemand-nazi. Oui. Il faut faire la distinction musulman-islamiste et toujours se rappeler que quand vous avez une force de pénétration dans une population, c'est que vous utilisez aussi ses fondamentaux et ce n'est pas pour rien. Là où les choses sont compliquées, c'est de dire en revanche, si vous êtes musulman et que vous refusez l'égalité homme-femme, à ce moment-là, oui, vous n'êtes pas compatible avec notre sociabilité à la française. C'est tout, mais c'est sur un certain nombre de positionnements très concrets qu'on doit regarder les choses. C'est pas parce que le gars, de temps en temps, il va prier à la mosquée. Non,